Il est 7 heures partout au Bénin et en Afrique, et surtout aussi dans le monde, pourquoi pas. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre matinale Bonjour le Bénin. Nous sommes au 3e jour de cette semaine. Nous sommes donc le mercredi 25 juin 2025. C'est un plaisir pour mon équipe et moi de vous retrouver dans ces premières heures de la journée où nous allons vous accompagner jusqu'à 9h moins 10. Aujourd'hui, nous parlerons principalement du phénomène des enfants de la rue. Quelle est la situation dans notre pays et plus principalement à Cotonou par exemple? Nous allons en parler avec des voix autorisées. Nous chercherons à savoir ce que les pouvoirs publics proposent comme solution pour que ces enfants qui sont aussi l'avenir de notre pays puissent avoir une vie meilleure. Mais avant tout ceci, on parlera natation. Natation parce que la Fédération béninoise de natation organise la finale de son championnat 2024-2025. De quoi cela retourne-t-il? Quels sont les tenants et les aboutissants? Et surtout, quelles pourront être les surprises en la matière? Ils verront ici, ils seront ici justement pour nous en parler. Mais avant tout ceci, mesdames, messieurs, vous savez que nous aurons également les informations au niveau des journaux avec Marcel Achossi, les sports avec Blaise Adankpo. Et pour clôturer tout ceci, ça va être une belle ambiance. Mais vous savez ce qui est génial dans l'affaire, c'est qu'avec Génial Mossi Agboka, on a le premier pas de ce grand rendez-vous. On va l'accueillir avec ceci. Génial. Toujours à introduire comme il faut. N'est-ce pas? Bonjour Alain. Non mais attendez, c'est quand même un plaisir d'avoir une belle dame devant soi tous les matins comme ça. Voilà, c'est ce que je dis, vous savez y faire. Ah, c'est pas donné quand même. Hein? Bonjour. Bonjour Génial, comment allez-vous? Très bien, vous-même? Ça va super bien. On se retrouve encore ce matin. Eh oui, Voilà. Et vous apposez la première signature à la page, hein? C'est avec vous qu'on a les infos. Et vous savez que c'est toujours avec le sourire. Allez, et comment? Mesdames et messieurs, voici dans le flash le bulletin d'information. Bienvenue dans ce 7h. Cotonou abrite depuis hier les assises de la 5e réunion technique des secrétaires généraux des grandes chancelleries francophones. La rencontre fait suite à la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones tenue à Cotonou en 2024. Les secrétaires généraux sont réunis un an après pour évaluer la mise en œuvre des recommandations. Le point de l'ouverture des travaux, ce sera avec Ghislaine Bamidele Adimi et Benjamin Denayon. Nous recevons aujourd'hui les représentants de 10 nations sœurs, réunis autour d'un objectif commun, renforcer la coopération et l'exemplarité de nos institutions honorifiques. Bras techniques et opérationnels des grandes chancelleries francophones, les secrétaires généraux ici présents ont pour mission d'examiner la mise en œuvre des résolutions prises à la 11e conférence internationale, partager les bonnes pratiques observées de part et d'autre, identifier les défis communs à relever et penser le futur. Le Bénin, pour sa part, reste plus que jamais engagé dans la promotion de l'excellence et du mérite, non seulement sur son sol, mais partout ailleurs au sein des pays membres de la conférence. C'est pourquoi, en tant que pays assumant la présidence de la conférence, notre pays s'engage pour la mise en œuvre effective des résolutions ou recommandations communes, la consolidation des acquis communs en matière d'organisation, de gouvernance et de visibilité, l'ouverture maîtrisée de la conférence à d'autres partenaires francophones. Hôte de la 12e conférence internationale prévue pour se tenir en 2026, sous le thème « La solution pacifique des conflits », la Guinée équatoriale profite des présentes assises pour annoncer la couleur. Que la présentation du thème sera accompagnée de plusieurs interventions d'intellectuels équato-guinéens. Ces intervenants apporteront un éclairage sur le rapport direct ou indirect des chancelleries et de leurs personnalités décorées avec le thème. Mais avant la rencontre de Malabo en 2026, les secrétaires généraux des grandes chancelleries francophones doivent œuvrer pour assurer une bonne mise en œuvre des recommandations des assises de 2024 à Cotonou.
4 Béninois à l'honneur au Maroc lors du CISA Event 2025. Une distinction prestigieuse pour ces illustres fils du pays. Ils ont été élevés au rang de docteur honoris causa, une reconnaissance internationale décernée par le Comité international de solidarité africaine, CISA. Ariane Da Silva nous en dit davantage sur les lauréats. Casablanca, capitale économique et plus grande ville du Maroc. C'est ici que l'université américaine Austin Peay décide d'élever des figures emblématiques de 6 pays du continent africain au rang de docteur honoris causa. Il s'agit là du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée-Conakry et du Sénégal. Sur la liste des récipiendaires, 4 Béninois. Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, Luc Vaudouret, acteur du secteur de la communication, René Ronsinon, opérateur économique, et Franck Abalo, opérateur économique. Ils ont été identifiés sur la base de critères rigoureux. Il y a le profil académique, le profil social de la personne, son intégration sociale. Il y a le profil d'impact dans la société, dans la communauté. Il y a également son engagement à améliorer les conditions de vie des personnes autour de lui. Il y a également ce désir d'investir dans l'éducation. À travers cette distinction, l'université américaine Austin Peay récompense des décennies de travail, de leadership et d'impact social. C'est une reconnaissance collective. Un hommage à toutes celles et ceux qui, à travers le continent africain, œuvrent chaque jour dans l'ombre pour bâtir un avenir plus digne, plus juste et plus solidaire. Cette distinction me touche d'autant plus qu'elle ne salue pas un parcours académique, mais l'impact social d'une conviction, celle que l'Afrique peut et doit écrire sa propre histoire. C'est un projet qui concerne toute l'Afrique et nous espérons vivement que d'ici là, plus de pays vont être pris en compte et que de plus en plus l'Afrique entière soit prise en compte par cette initiative. Le CISA Event, c'est un événement organisé par le Comité international de la solidarité africaine. Il met en lumière des personnalités africaines dont les actions ont un impact sur la société. Cet événement, c'est aussi un appel à l'excellence pour les futures générations. Retour au Bénin avec cette formation des enseignants de la langue arabe à Porto Novo. Ce renforcement de capacité est initié par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture en partenariat avec l'Institut africain Ibn Battuta. Vitis Aroré, Michel. 5 jours de formation sur la langue arabe pour les enseignants des écoles et universités franco-arabes du Bénin. C'est un programme de l'ICESCO, Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, à l'Institut africain Ibn Battuta, CISA Porto Novo. Le Bénin a été choisi en premier sur la liste vu son engagement et son amour pour la langue arabe, et ça a été le Bénin qui a débuté cette caravane en ce jour. Cette caravane est une formation transnationale. Elle vise à renforcer les compétences des enseignants de la langue arabe et des cadres éducatifs du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la Guinée. Enseigner la langue arabe, c'est participer à la préservation d'un héritage millénaire et à la transmission d'un savoir porteur de valeurs universelles. Et pour que cette éducation soit efficace, il est essentiel que les enseignants soient bien formés. C'est le sens même de cet atelier. Comme le disait le prophète Mohammed, propos rapportés par Al-Bukhari, le meilleur parmi vous est celui qui apprend le savoir et l'enseigne. Les participants à cette formation vont également approfondir leur connaissance du rôle culturel de la langue arabe dans les sociétés africaines non arabophones. C'est un ensemble de programmes
qui commence au Bénin. Ça passe par Guinée, Côte d'Ivoire et le Sénégal. On a eu la chance, ils ont choisi le Bénin pour commencer, mais je pense que cette chance n'est pas venue comme ça, c'est parce qu'on a l'habitude de faire des formations avec les CESCO. Ils sont vraiment satisfaits de tout ce qu'on fait avec eux. C'est la 3e fois maintenant qu'on reçoit quelque chose comme ça. La première fois, c'était un don de matériel, une salle intelligente, une salle d'informatique et maintenant avec cette formation. Les dignitaires musulmans de la ville de Porto Novo accompagnent cette formation. Sous l'égide de l'Université d'Abomey-Calavi et sous la coupole de la Faculté des sciences de la santé, le centre de correction par lecture optique a été inauguré le 18 juin dernier. Il s'agit d'un dispositif composé de plusieurs machines permettant la correction rapide des copies d'examen. Quel est son fonctionnement? Quel est son coût? Élément de réponse avec Patrick Jossou et François Issou. La correction des examens sans tard ni retard. La délivrance et l'attribution des notes sans erreur ni terreur. La délibération et la proclamation des résultats à bonne date. Le correcteur optique revêt un avantage certain pour les praticiens hospitaliers universitaires qui ont déjà un emploi du temps tiraillé entre les activités hospitalières et les activités pédagogiques. Le temps passé à corriger des copies d'examen peut désormais être réinvesti dans encore plus d'activités hospitalières, encore plus de formations pratiques pour nos étudiants. Avec les 7500 copies corrigées en 60 minutes, c'est l'excellence, c'est l'éminence et c'est la transparence docimologique. La docimologie étant la science qui étudie les notations et autres évaluations pédagogiques. Le centre de correction par lecteur optique permet, entre autres, une protection renforcée contre tout risque d'erreur, de favoritisme, voire d'abus, une traçabilité complète et objective des résultats pour un environnement universitaire plus sain et plus équitable. Cela est un rempart contre les dérives, y compris les sollicitations informelles. Plus de droits de cuissage effectifs et autres chantages affectifs poussant à la détresse émotionnelle. Loin d'être une rigide standardisation des connaissances avec risque de nivellement par le bas, la correction par lecture optique, c'est une souple robotisation des normes d'évaluation. Les acteurs du monde rural des communes de Sinandé et Bembereke reçoivent la visite du ministre conseiller à l'agriculture. À l'approche de la nouvelle saison agricole, l'autorité a engagé un dialogue franc avec les producteurs. Objectif est bien renforcer la confiance mutuelle et créer les conditions d'une campagne agricole réussie. Jusqu'à Akovi et Nogompati. À Sinandé, le ministre conseiller à l'agriculture ravive l'espoir des producteurs en échangeant directement avec eux en ce début de campagne agricole 2025-2026. Agriculteurs comme éleveurs ont partagé leurs préoccupations. Réhabilitation de quelques retenues d'eau, réalisation d'autres forages pastoraux, retenues à Sinandé. Appuyer la mairie à poursuivre la réalisation ou la réhabilitation des couloirs de passage des animaux. Le choix des insecticides et les doses qu'on met, c'est pour réduire l'impact sur l'environnement. C'est un nouveau ravageur qui est apparu et qui, avec le temps, nous allons développer les itinéraires techniques et les produits qui seront capables de le contrôler. Même le jacobia classique, là, si on suit le plan de protection phytosanitaire, ça permet de contrôler ce ravageur. Vous connaissez l'arrêté qui est mis en place par le gouvernement qui interdit la transhumance. Si vous constatez qu'il y a des transhumants étrangers qui sont venus, il faut nous le dire. Il y a le projet COSO qui est en train d'intervenir dans votre commune. Le MEP inscrit l'ouverture des couloirs de passage, la réhabilitation des retenues d'eau et aussi une installation des aires de pâturage dans ce projet. Le ministre conseiller a rassuré les producteurs en affirmant que le gouvernement reste à leur côté pour garantir une campagne réussie et inclusive. C'est pourquoi le gouvernement a consenti des efforts importants tels que les intrants subventionnés, la mécanisation pour tous, l'accès au financement, l'accompagnement technique. Mais ces efforts n'auront de sens que si vous les appropriez. Je vous invite donc à une mobilisation collective et
responsable pour que la campagne 2025-2026 soit celle de la transformation, de la productivité et de la rentabilité pour chacun d'entre vous. La tournée s'est poursuivie à Bembereke, où la délégation a été accueillie par les autorités locales avant la séance d'échange avec les producteurs. La problématique des forêts classées entrave des producteurs agricoles dans notre commune. L'accès aux intrants, le respect du calendrier, les réflexions des pistes rurales, le prix de section du coton graine. C'est avec un engagement renforcé et un espoir partagé que la délégation quitte les deux communes, convaincue que cette campagne agricole tiendra toutes ses promesses. Et en marge de cette tournée, le maire de Sinandé, au nom de ses administrés, a saisi l'occasion pour remercier le président de la République pour la construction de l'axe Guessou-Sud-Sinandé, tout en formulant une doléance. On l'écoute au micro de Enoch Rompati. De mémoire d'homme, depuis l'indépendance, c'est le chef d'État qui a quand même bien voulu que Sinandé soit quand même desservi par le goudron. Avant ce bitumage, on mettait 4 heures pour faire 150 km pour aller à Parakou. Avec le bitume qui est une réalité maintenant, on met 1h30 au plus, on est à Parakou et vice-versa. Si je dois prendre un exemple, le maïs que nous produisons ici, en majorité, ce maïs se vendait à moins de 2000 francs entre le sac à Bembereke et Sinandé, à cause du goudron. Avec le goudron, c'est le même prix, vous voyez que c'est important. Donc vraiment, je vais profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État et de lui rassurer que toute la population est derrière lui et est quand même prête à l'accompagner. Nous sommes contents. Et quand même, nous allons profiter de l'occasion aussi pour dire que l'arrondissement de Sékéré se trouve être l'arrondissement qui produit le plus, que ce soit le coton, que ce soit le maïs. Et c'est cet arrondissement qui se trouve être n'a pas bénéficié de ce bitumage-là. C'est pourquoi je demande alors au chef de l'État, pour les prochains budgets, de penser à l'arrondissement de Sékéré. Sinandé, Sékéré, Béroubois, 50 km, pour que ce tronçon-là aussi soit pris en compte pour les prochains investissements. Une escale musicale dans ce bulletin à la place Tabera de Parakou. La musique était une fois de plus à l'honneur à travers des prestations d'artistes musiciens. Ronald Robinson et Olviga Messan nous replongent ici dans l'ambiance de cette fête de la musique. On regarde ensemble. Une quinzaine de musiciens accompagnés de 2 orchestres ont rivalisé de talent sur scène pour offrir du beau spectacle au public de Parakou. Parakou, tout le monde doit bouger! Comme à Boïcon, Porte-Novo et Cotonou, ce podium de Parakou est gracieusement offert aux populations par le gouvernement. C'est une occasion unique pour le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts d'offrir aux musiciens pour se révéler, pour s'exprimer. C'est également une occasion unique pour la population de vivre la musique dans toute sa diversité. Le public n'a pas voulu se faire compter ces instants de réjouissance aux couleurs sonores, riches et variées, avec le gratin d'artistes mobilisés. Le public est sorti, il n'y a pas eu la pluie pour nous empêcher. Moi, je remercie le gouvernement en organisant ça ici, ceux de Cotonou qu'on n'a jamais vus. Ça nous permet de les rencontrer, de les voir leur façon de faire sur scène, parce que ce sont des gens qui nous inspirent beaucoup. Par exemple, Tata Zenab, moi je l'aime trop, sa manière d'être sur scène. C'est vrai que je ne chante pas, mais je danse, mais quand je la vois, je suis très contente. On ne peut que remercier le gouvernement qui nous a permis de pouvoir être comblés au moins pendant ces quelques heures. Beaucoup d'artistes sont passés qui ont essayé de régaler tout le monde. Je peux citer le passage de Kalamoulaye, Sweet Glory, Guzman et surtout Zenab. Les regards sont désormais tournés vers l'édition 2026 de la Fête de la musique pour une célébration encore plus réjouissante et colorée.
Pendant que les athlètes, eux, rivalisent d'ardeur sur le terrain à Plahoué, une autre équipe veille au grain. Ce sont les infirmiers, médecins et secouristes toujours prêts à intervenir en cas de blessure. Immersion dans l'infirmerie du championnat, un lieu discret mais essentiel au bon déroulement des compétitions. Sur les aides de jeu du stade Omnisport d'Aplahoué, chaque geste compte. Entre les cris de joie et les exploits sportifs, l'ombre discrète mais essentielle d'un autre combat, celui des soignants. Dès qu'un athlète tombe, une équipe d'intervention s'active. Chaque seconde compte pour diagnostiquer, calmer et soigner. Notre rôle principal, c'est d'abord de secourir les joueurs qui ont des problèmes de douleur, des problèmes de blessés. Dès qu'un joueur tombe, mon rôle, c'est de courir rapidement à le secourir. Et dès que je fais le soin au joueur, je sors du terrain avec lui. Et s'il y a possibilité de le transporter vers l'infirmerie, on transporte. C'est comme ça que ça se passe sur tous les aides, que ce soit au niveau du foot, au niveau du basket, au niveau du volleyball, au niveau du handball, que ce soit aussi au niveau de l'athlétisme. Donc les secouristes qui sont présents assistent immédiatement et après, si ça nécessite d'emporter vers l'infirmerie, on transporte là-bas. Ou si l'infirmerie aussi n'arrive pas à bien gérer, on transfère vers la ville. En retrait des terrains, l'infirmerie tourne à plein régime. Ici, on soigne les corps, on rassure les esprits. À l'infirmerie, nous sommes au nombre de 12 agents de santé. Et nous avons 8 infirmiers diplômés d'État, 3 kinésithérapeutes et moi-même, médecin généraliste y compris. Nous avons rencontré des cas de paludisme que nous avons gérés en urgence. Nous avons rencontré des cas de parasitose digestive que nous avons traités avec notre trousse d'urgence. Nous avons rencontré des cas de grippe, d'allergie que nous avons aussi. Invisibles mais indispensables, les soignants du championnat national scolaire à Plahoué 2025 veillent à chaque pas. Dans l'ombre des projecteurs, ce sont eux les véritables gardiens du jeu. Allez, moment découverte, planning journalier des marchés, c'est maintenant. Voilà, ce sera tout pour ce 7h. Merci de l'avoir suivi.
Génial. Afouda Moussiagoka, on va donc se dire à demain, non, ou à prochainement. Non, demain je passe la main à Christelle Tongolo. Christelle Tongolo. Voilà. Et puis moi, demain, je passe la main à Rachida. Voilà, les binômes. Dans notre équipe. Allez. C'est parfait. Merci bien. On vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dans les coulisses. Ah oui, pourquoi pas. Allez, mesdames, messieurs, voici la petite pause qui s'impose à présent pour permettre donc de prendre un bol d'air. Et puis, on va retrouver la une des journaux. Retour au plateau, mesdames, messieurs, pour retrouver donc la une des journaux parus ce matin. Ça va être avec Marcel Arossi. Marcel Arossi, bonjour. Alain, bonjour, bonjour à tous. Que nous proposent les journaux ce matin en matière de titres? Voici donc à la une des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction les titres, les grands titres qui pourraient nous intéresser en attendant la revue de presse. Nous démarrons aujourd'hui par le quotidien La Nouvelle Tribune, bouleversement annoncé dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, une réforme qui interroge selon la Nouvelle Tribune. Diakpata aujourd'hui, après l'annonce de la date de désignation des candidats de la mouvance pour l'élection présidentielle, Diakpata, bien sûr, nous sommes avec Diakpata, à quand le tour de l'opposition? Wilfried Léandre Mbedi, le porte-parole du gouvernement, l'avait annoncé 12 octobre pour connaître le candidat de la mouvance, précisant bien sûr que cette date respecte le calendrier électoral publié. À quand le tour de l'opposition, s'interroge Diakpata. Matin libre, talon 2026, départ annoncé, transition incertaine selon Matin libre. Tribune de la capitale, communauté lacustre de Porto Novo. La tribune de la capitale nous propose aujourd'hui une immersion au cœur de la localité d'Atiakpodji. Fraternité, faculté de droit à l'université de Parakou. 6 admis sur 2482 étudiants en première année. La faculté indexée, le doyen Mokhtar Adamou, se défend. Les règles de jeu à la base du taux d'échec massif à retrouver avec fraternité, situer les responsabilités pour éviter le pire. 6 admis sur 2482 étudiants en première année. Fraternité nous propose un dossier spécial sur le sujet. La Nation, quotidien de service public, politique nationale de décentralisation et de déconcentration, les outils de mise en œuvre validés selon La Nation. Et puis, libre circulation en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO hausse le ton face aux obstacles persistants. L'emblème du jour, protection de la jeunesse béninoise, mariée trop tôt, sacrifiée trop jeune. Dossier spécial à retrouver avec l'emblème du jour aujourd'hui. Dans sa parution, l'économiste du Bénin, programme d'assainissement pluvial, PAPC si vous voulez, Cotonou gagne du terrain contre les inondations. Constat spécial à retrouver avec l'économiste du Bénin ce jour. Le matinal, budget général de l'État 2025, plus de 550 milliards de francs CFA de recettes mobilisées à fin mars, selon le ministère de l'Économie et des Finances. L'événement précis aujourd'hui, infrastructure de contre-mobilité érigée par erreur à Oke-Owo, frontière Nigeria. Le gouvernement démantèle les blocs de granit. Les populations satisfaites du pragmatisme du régime Talon. Ayadi contredit les allégations de l'opposition sur l'ouverture des routes frontalières et faire des révélations. Le potentiel dans le premier arrondissement de Parakou des populations sevrées d'électricité et d'eau. Oui, la politique aérienne en cause. Les ministres Paulin Akpona et Rachidi Badamassi dénoncent un sabotage ciblé contre le régime Talon. L'administration locale est interpellée. Accusation de corruption, de disparition de dons de pocket Wi-Fi et des bobines dans une unité de police à Dassazoumé. Le commissaire de Panouian indexé pour détournement de matériel. C'est selon le potentiel. Le télégramme, visite officielle du chef de l'État en Côte d'Ivoire. Patrice Talon s'entretient avec Ouattara à Abidjan.
Bénin intelligent, la CEDEAO, 50 ans après, un bel instrument, mais en crise. Dossier à retrouver avec Bénin intelligent aujourd'hui. Le pays, crise en RDC, s'achemine-t-on vers un dialogue politique? Point d'interrogation. Le pays encore. Sommet États-Unis-Afrique, le continent noir, la belle demoiselle courtisée de toutes parts. Et puis, boursier, le fragile cessez-le-feu entre Israël et l'Iran semble tenir. Voilà pour les titres, la revue de presse dans un instant. Merci à vous, mon cher Marcel. Ça va être la semaine prochaine, probablement, si tout va bien, qu'on vous retrouve. Enfin. On avisera. Allez. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne suite de journée. On se retrouve en fin d'émission pour la revue de presse. Tout à fait. À tout de suite. Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer donc cette émission en vous proposant la question du jour. Et oui, on n'oublie pas parce que vous, de l'autre côté, chers amis internautes, c'est vous qui participez également à cette émission d'une autre façon et vos avis nous intéressent sur la question d'aujourd'hui. Alors, selon vous, comment est-ce que l'on pourrait éviter, dans la mesure du possible, le phénomène des enfants de la rue? Comment pourrait-on éviter le phénomène des enfants de la rue? Dans nos grandes villes, eh bien, le phénomène est vraiment criard. Qu'est-ce qui conduit au phénomène des enfants de la rue? Les enfants dans la rue sont-ils tous béninois? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qui se passe? À votre avis, chers amis, comment est-ce que l'on pourrait éviter la prolifération de ce phénomène? Eh bien, vos avis, vos analyses nous intéressent. Vos solutions également, oui, ça nous intéresse. Les pouvoirs publics pourraient s'appuyer sur des propositions venant de vous. Vous qui êtes au parfum de ce phénomène, vous pourrez donc partager ceci avec nous. Et en fin d'émission, Nadège Sani se fera donc le plaisir de venir partager ceci avec nous. Mais en attendant, je vais recevoir mes premiers invités. On va parler natation, je vous l'avais dit en début d'émission. Voilà, je vais demander donc à mes deux invités de venir s'installer et pour que nous puissions parler donc de cette finale-là, la finale du championnat national. Oui, c'est vrai qu'il y a actuellement le championnat, le sport roi, le sport, je dirais, le sport occupe toutes les places dans notre pays aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de la saison 2024-2025 du championnat de natation avec les deux responsables de la Fédération béninoise de la natation. Bonjour, Monsieur Rontondi. Bonjour, Monsieur Alain. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes Aurélien Rontondi, vous êtes le président de la Fédération béninoise de natation. Exact. Comment vont nos nageurs? Très bien. Ils vont bien? En bonne forme. On va en parler. Monsieur Isidore Kobli, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Vous êtes l'organisateur, le responsable donc, à l'organisation au niveau de la Fédération béninoise de natation. Bien sûr. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur le président, eh bien, c'est comme ça on dit, non? C'est bien ça. Alors, monsieur Rontondi, dites-nous, parlez-nous de la saison 2024-2025. Comment est-ce que votre fédération gère les choses de ce côté-là? Ah oui. À notre fédération, la saison 2024-2025 a commencé depuis le 1er octobre 2024. OK. Et elle prendra fin au 31 août 2025. Donc, pour ouvrir la saison, nous avons lancé les formalités qualificatives. Sur 27 clubs affiliés à la fédération, 22 ont pu remplir les formalités pour avoir la licence. Okay. Et la licence pour leurs athlètes. Ainsi, 162 athlètes ont été inscrits pour faire les phases qualificatives du championnat. Il y a eu compétition à Onigbolo pour la région Oumé-Plateau, compétition à Natitengu pour la région Borgoa-Libori et compétition à Calavi pour la région littorale atlantique. Là, on peut parler d'office de championnats nationaux de natation. De natation. Tout bonnement. Voilà. D'accord. Alors, quand on organise cela, à quel résultat avez-vous abouti, M. Kobli? Merci, monsieur le journaliste. Après l'organisation du
ces championnats nationaux. Nous avons au finish une finale qui va se dérouler après la sélection des meilleurs dans les 3 régions qu'on vient de citer. Il s'agit de l'Atlantique, Lomé et de Bolgou. 5 meilleurs ont été retenus dans chaque épreuve pour passer à la qualification finale. Et c'est ça qui va se dérouler le 5 juillet prochain à Calavi, à Leland Park, oui. D'accord. Alors, quelles ont été, disons, les ressources qui vous ont permis d'arriver à ces résultats, M. Rontonji? Oui, comme ressources, il n'y a pas de miracle, hein, c'est le travail. Un travail assidu sur la durée. Et j'avoue qu'à la Fédération Binaire de natation, nous avons mis en place une culture de performance. Et le mécanisme qui nous permet de rétribuer les subventions que nous recevons de l'État et de l'Institut fêtière, nous mettons en place un mécanisme pour que les acteurs à la base, les athlètes à la base, puissent être touchés. Et pour cela, à la phase qualificative, la phase au niveau des régions, les récompenses qu'on donne, les médailles, première place, deuxième place, troisième place, les enveloppes qu'on donne, ça c'est pour les athlètes. Mais pour la phase finale, par épreuve, nous mettons en place une récompense de $15. Et si je prends le dollar à 600 francs, comme moyenne, ça fait 117 000 francs. Par épreuve. Le premier de chaque course prend $15, ça fait 45 000 francs. Deuxième, $65, ça fait 40 000. Troisième, $55, ça fait 35 000. D'accord. Si à la fin, le club qui a plus d'athlètes en finale, le club qui a plus de résultats, ce club a plus de moyens financiers pour pouvoir travailler sur la saison. Alors, M. Kobli, M. Rontonji parlait de la culture de l'excellence, mais l'excellence, quand on en parle, l'innovation n'est pas loin. Dans l'organisation des championnats nationaux de cette année, quelles ont été les innovations que vous avez apportées? Les innovations que nous avions apportées, la natation, c'est... ça, on a 6 disciplines. Mais nous avons l'habitude de faire que la natation course. Cette année serait associée à la natation course, la natation en eau libre. Ça aussi, ça fait partie des innovations qu'on a initiées cette année, qui va se passer juste après le 5. Le 6, ça va se passer à l'hôtel, à la plage de l'hôtel Eldorado, à Aquaqua. Donc ça fait partie des innovations. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez pu dérouler la phase régionale des compétitions au niveau de ces 3 localités? Bon, il faut avouer que ça n'a pas été facile, mais on est arrivé, vu la politique que le président a mise en place avec toute son équipe, on a réussi à le faire, quand même, sur les 3 sites. D'accord. Alors, monsieur Rontonji, j'allais dire, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les statistiques en matière d'athlètes qui ont participé à ces championnats nationaux et combien de personnes attendez-vous en juillet prochain? Voilà, merci bien, monsieur Alain. Pour les phases qualificatives, nous avons eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, 162 athlètes pour 22 clubs qui ont pu remplir les formalités. Maintenant, sur ces 162, après traitement des résultats, les meilleurs qui sont qualifiés pour la finale, nous avons 45 qui arrivent en finale. Et ces 45 sont de 18 clubs. Donc il y a 18 clubs qui ont pu placer leurs athlètes en finale. Voilà ce que je peux dire sur ça. Et les 45 là viennent du nord. On a des athlètes qui arrivent du Borgo, de la Takora, d'autres de l'Ouémé, du plateau, et le reste de Cotonou et de l'Atlantique. D'accord. Alors, M. Kobli, parlez-nous de la finale des 5 et 6 prochains. La finale du 5 et 6 prochains, d'abord la finale de natation course, ça va se passer à Calavi. Ce serait vraiment une grande fête. C'est l'occasion pour moi d'inviter toute la population de Cotonou et environ de venir assister à cette belle fête-là. Et tout a été mis déjà en place
pour l'organisation de cette phase finale. Et le déroulé, y compris le passage des athlètes, les clubs sont déjà informés. Ils savent que le 5 prochain, il y aura une très belle fête à Calavi. Alors, tout à l'heure, vous parliez de compétition en eau libre. Oui. Quand on sait que la mer, elle n'est pas camarade de quelqu'un, comme on le dit, quelles sont les dispositions que vous prenez quand même pour que nos athlètes soient en sécurité? Merci. Par rapport aux dispositions sécuritaires, la visite du site a été faite avec des experts. Et après ça, pendant la compétition même, on a sollicité les sapeurs-pompiers, les marins qui sont, disons, si vous permettez, leur job. Donc, ils ont été les spécialistes de l'eau. On les a invités parce que cette fois-ci, ce n'est pas la piscine. Et c'est la mer. Et la mer, comme vous venez de le dire, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Donc, on a associé les spécialistes pour nous accompagner dans la compétition pour que la fête soit vraiment belle. Alors, quelqu'un pourrait vous demander, mais comment est-ce que vous arrivez à délimiter la zone où la compétition va se passer, puisque c'est en eau libre? Techniquement, comment est-ce que c'est possible, M. Oudondi? Techniquement, c'est possible. Pourquoi? Parce que la zone que nous avons retenue pour faire la compétition, c'est entre les épis. Là, il y a un peu de calme. Ensuite, là, si c'est de 5 km, c'est pas qu'on ira en profondeur sur 5 km. On délimite une partie et on fait des tours. Donc avec des balises, bien sûr, comme disposition sécuritaire, les sapeurs-pompiers, les marins, pour qu'en cas de défense de quelqu'un, on puisse le récupérer. Et donc il y a des pirogues motorisées qui seront mises à contribution. D'accord. Voilà. OK. Alors, et à Holy Land, à Calavi, comment est-ce que ça va se passer? Dites-nous, quelles sont les dispositions que vous avez prises, monsieur Oudondi, président de la Fédération béninoise de natation? Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que la fête soit quand même belle? Ah oui. À Holy Land, à la piscine, j'ai pris dire que c'est une piscine qui fait 25 mètres. OK. Bon. Tout est pris en compte. Ceux qui arrivent de loin seront hébergés la veille. OK. Les lignes d'eau seront installées, les officiels en place, et déjà à 9h30 selon le déroulé, nous avons 27 courses à dérouler. La première course sera lancée à 9h30, avec des pauses de remise de médailles. Et dès que c'est prévu, à 17h30, on a terminé. OK. Alors, M. Pobli, pourquoi est-ce que ce serait important pour les Béninois de venir à Calavi ou à Eldorado voir ce que vous faites? Merci. C'est important aux Béninois de venir soutenir les athlètes parce que la natation, en généralité, c'est un sport complet. Si vous ne savez pas nager, tous, je vous invite à s'inscrire pour commencer les cours de natation. D'accord, volontiers. Je mettrai mes congés à profit, pourquoi pas. D'accord. Donc, nous invitons la population de venir soutenir les athlètes, surtout qui viennent de tous les coins du Bénin, et de venir les soutenir pour que l'événement soit vraiment grandiose. Allez, une dernière question et ça va être avec le président de la fédération. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour que cette belle dynamique continue afin que le Bénin connaisse des champions en matière de natation? Ah oui, ça c'est une très belle question, monsieur Alain. Nous faisons les championnats nationaux chez nous ici. Nous reconnaissons que l'État béninois fait beaucoup pour la natation, beaucoup d'efforts, parce que si nous prévoyons tout ce que nous disons là, c'est parce que nous avons... Vous avez reçu quand même des subventions. Voilà, on nous accompagne. Néanmoins, nous n'avons pas encore des élites chez nous au Bénin ici. J'appelle élite ces athlètes qui sont appelés pour de grandes compétitions. Donc, ceux qui sont sur le territoire national, qui font notre championnat, nous les amenons des compétitions régionales, que nous appelons la zone 2, la zone de l'UFOA, la suite de AO, voilà, tout et tout. Mais là, s'il s'agit d'aller en compétition au niveau continental, au niveau mondial, nous avons d'autres Béninois qui évoluent dans d'autres environnements. Par exemple, bientôt, nous serons à Singapour pour les championnats du monde. Nous avons un athlète qui s'appelle Kbade Alexis, il est en France.
lui, il sera appelé. Nous avons une autre fille, Duye Yona, elle est aussi en France, elle sera appelée. Et il y a une autre béninois qui est à Dakar, tout précis, par M. Fesson. Donc ceux-là, c'est les élites, ils sont dans la préparation des Jeux Olympiques. Voilà, donc voilà comment. Et tout cela, nous travaillons à leur trouver des bourses de formation. Des bourses de formation, surtout les bourses de la solidarité olympique. Donc, nous contribuons à leur formation parce que je ne veux pas dire que nous faisons tout. Nous contribuons à leur formation. Ils sont suivis par des coachs à l'international. D'accord. Eh bien, je ne vous laisserai pas partir sans vous poser une question qui pourrait tenir à cœur à beaucoup de Béninois. Oui. Quand on est président d'une fédération, quand il y a une fédération qui existe, dans un pays où nous avons quand même des populations qui vivent dans des milieux lacustres, qui naturellement sont prédestinées, ont l'expertise de la natation. Est-ce qu'il y a une politique que votre fédération mène à l'endroit de ses frères et sœurs pour permettre à ce que ces Béninois on puisse en tirer des champions? Oui, ça nous le faisons à la Fédération de l'alimentation. Nous avons des seuils lacustres, Soava, qui compte 7 arrondissements, et Gambier, Soutian, et ainsi de suite. Même dans le nord, au Kbara et consorts. Nous avons des compétitions de détection de talent. Ok. Parce qu'il y a des enfants là qui se lèvent pour se déplacer, c'est dans l'eau. Oui, puisque c'est le milieu naturel. C'est le milieu naturel. Tu as pour voir ceux qui ont des atouts, ceux qui ont des aptitudes. Et nous, lorsqu'on fait cette détection, nous faisons leur transfert dans des clubs. Ok. Et désormais, c'est ça qu'on commence par les prendre en charge pour venir en championnat. Eh bien, de toutes les façons, ça va être un élément d'excellence, excellence que vous cultivez, vous nous avez dit sur le plateau. Merci d'être passé. On vous souhaite une belle fête. Merci. Les 5 et 6 juillet prochain. Voilà, prochain. Soyez nombreux, parce que... Ouais, le message est passé, ne vous en faites pas. D'accord. Prévoyez de la place. Sinon, il y a merci beaucoup. Merci. Monsieur Kobli Isidore, vous êtes responsable à l'organisation, à la Fédération béninoise de natation. Monsieur Rontonji Aurélien, vous êtes le président de cette fédération-là. Merci d'être passé et informer les Béninois de ce que vous faites et de ce qui sera fait les 5 et 6 juillet prochains. Allez, chers amis, on va prendre congé de nos invités. On marque une petite pause. Oui, on va marquer une courte pause pour installer nos débatteurs du jour parce que le sujet que nous allons aborder est immense, il est grand et je dirais même qu'il est grave. Mesdames, Messieurs, il n'est pas rare de les croiser dans les rues. Vous les croisez, bagages sur la tête. Ils ou elles sont chargés d'aller vendre et de revenir. Vous les voyez dans les marchés, vous les voyez à proximité, même dans la circulation. Parfois, ils vous approchent pour vous demander l'aumône. Vous les voyez parfois dans des actes répréhensibles et il n'est pas rare non plus de les retrouver en prison et passant devant le juge des mineurs. Mesdames, Messieurs, nous parlons ce matin des enfants de la rue. Ce phénomène a la peau dure dans notre pays. Nous voulons savoir un peu de quoi cela retourne, quelles sont les causes, comment est-ce que cela se manifeste réellement et quelles solutions l'on pourrait proposer pour faire reculer, à défaut donc d'éradiquer le phénomène de notre pays. Pour en parler, une voix, sinon des voix autorisées pour discuter de ce sujet-là avec nous. Le premier, Noah Femi Agbafa, bonjour. Bonjour Alain. Comment allez-vous? Ça va merveilleusement bien. Vous êtes le directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Et donc, vous êtes bien placé pour nous parler de ce sujet-là. Avec plaisir. L'autre qui est aussi bien placé pour nous en parler, c'est le sociologue Didas Tossou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À votre avis, comment est-ce que le phénomène de l'enfant de la rue naît dans la société? Merci beaucoup. Avant tout propos, je voudrais dire bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent. Bonjour aux responsables de Bénin TV. Merci. Bonjour, cher ami. Bonjour. Merci beaucoup. Le phénomène de l'enfant de la rue trouve son naissance d'abord par notre culture qui est en train de prendre un coup. Notre culture, entre-temps,
dans son essence même, ne laissait pas les enfants aller n'importe où. L'enfant sort de chez lui, il va chez l'oncle, il va chez la tante, il va chez la grand-mère, le grand-père, ou du moins dans la grande famille. Il va là-bas, on ne se plaint même pas, on ne demande même pas où il est parti. Donc il va. On sait qu'il est en sécurité. On sait qu'il est en sécurité, ça ne nous dit rien. On dit là où il est parti chez son grand-père. On est même heureux qu'il soit là-bas. Mieux, l'enfant qui, à cet âge, quand on dit enfant, c'est, vous connaissez un peu là, la tranche, l'enfant qui sort de chez lui, qu'il ait sur la tête quelque chose à vendre ou quelque chose à aller déposer, on sait la trajectoire, là où il a quitté, là où il va. Et ceux qui le rencontrent sur la voie ont déjà une idée de ce qu'il a quitté ici pour aller là. Et quand il a un souci sur la voie, on s'occupe de lui. Aujourd'hui, avec l'intégration financière, avec la question de l'industrialisation, notre culture a pris un coup et l'enfant n'est plus vu comme avant un être vraiment sacré, mais un être qu'on peut mettre sur le marché, un être qu'on peut banaliser. L'enfant qui était un être à protéger est devenu un être à exploiter. À exploiter. Donc, aujourd'hui, avant que l'enfant ne se retrouve dans la rue, soit c'est son parent qui lui a ouvert le chemin, parce que si à 7 ans, à 6 ans, je mets sur la tête de mon enfant des gâteaux, ou bien il met dans un plastique quelque chose à vendre, ou je ne sais, et il sort de là, on dit, va rester là. Il commence à avoir le goût, même si la maman ne veut plus après, parce qu'il a commencé à trouver de l'argent. Il a dit, il a vendu 25 francs, et on devrait prendre 50 francs avec quelque chose comme ça, de monnaie, et on dit non, je te laisse ça. Il a commencé à prendre le goût. Il finira par prendre aussi cette envie-là de ne pas cesser de vendre, donc il ira dans la rue. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a galvaudé ce que c'est que l'aumône, au point où l'enfant pense que aller vers l'aumône, ce n'est qu'un droit. Il peut aller là, et quand il prend la voie, il ne s'inquiète pas de ce que quelque chose peut arriver sur la voie. Et celui qui le voit aussi sur la voie se dit, mais il est déjà mûr, malgré cet âge-là, il est déjà mûr, il peut y aller revenir, parce que aujourd'hui, quand tu as ton enfant, il a un souci, je ne vais pas m'approcher, au risque de me retrouver de l'autre côté. Et donc, il n'a qu'à aller, tu vas gérer ça. Allez, on va revenir vers vous tout à l'heure, Didas Dossou. Noah Femi Agbafa, au-delà de toutes ces causes, de tout ce que Didas Dossou a cité comme fondement à la naissance, à la survenue du phénomène de l'enfant de la rue, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses qui causent ça? Merci Alain. Aujourd'hui, particulièrement à Cotonou, quand on parle de phénomène d'enfants de la rue, nous allons retrouver des enfants. D'abord, nous allons retrouver, je vous dirais, pour mieux comprendre ce phénomène, nous allons retrouver 3 types d'enfants. Nous allons retrouver les enfants de la rue, qui sont des enfants qui vivent dans la rue, qui n'ont pratiquement pas de lien familial. C'est leur domicile, ils y vivent. Mais nous allons retrouver des enfants dans la rue, qui sont en réalité des enfants qu'on retrouve, qui viennent travailler dans la rue, qui viennent vendre quelque chose, qui offrent leur force de travail, qui, pour obtenir de la subsistance, et qui retournent à la maison. Mais nous allons retrouver une 3e catégorie. Ce sont des enfants qui ont fugué de la maison. Donc, pour une raison ou une autre, ces enfants ont fugué de la maison, mais qui finalement, dans beaucoup de cas, finissent par rester dans la rue. Deviennent des enfants de la rue. Donc, généralement, vous allez retrouver ces 3 types d'enfants. Et quand vous creusez, dès que j'ai présenté ce profil, vous comprenez qu'il y a des enfants qui viennent travailler. Et c'est généralement lié à l'urbanisation. Cotonou étant urbanisé, et comme il a dit, industrialisé,
alors on trouve des opportunités pour venir travailler et vous comprenez que c'est l'exode rural. Et c'est d'ailleurs ça qui va nous amener à trouver, à mieux creuser le profil des enfants. Peut-être on reviendra dessus. Donc l'urbanisation et l'exode rural amènent beaucoup d'enfants à aller chercher des opportunités. Mais de l'autre côté, vous allez trouver qu'aujourd'hui, le tissu familial qui hier était beaucoup plus solide ne l'est plus aujourd'hui. Le tissu familial, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de familles où c'est seulement le père, où c'est seulement la mère. Donc, il y a un effritement de la responsabilité monoparentale. Donc, vous allez retrouver que cela amène l'enfant aujourd'hui, cela amène beaucoup de parents, pas tous. Il y a beaucoup de familles monoparentales où on s'occupe très bien des enfants, mais il y en a d'autres où vous allez constater que progressivement, la responsabilité parentale est généralement plus de mise. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je ne vous coupe pas, est-ce qu'il n'y a pas des familles où père et mère sont quand même ensemble et pourtant il y a le phénomène de... Exactement, il y en a et c'est beaucoup plus pour d'autres causes. Je suis en train de voir que, citant les causes, je suis en train de voir qu'il y a l'effritement de la responsabilité familiale qui peut être lié au fait que la maman seule porte la responsabilité de père et de mère, ou c'est le père seul qui porte la responsabilité de père et de mère. Mais nous avons d'autres familles, comme l'avait dit, où nous retrouvons bien sûr le père et la mère, mais la pauvreté peut passer par là. Et quand la pauvreté passe par là, l'enfant, ne trouvant pas véritablement de subsistance, peut se dire « je fugue pour aller me chercher ». Mais à côté de cela, vous allez voir que pendant que la pauvreté passe par là, pour revenir souvent à des notions chères à Didas, où on retrouve, quand il y a la pauvreté, c'est qu'il y a souvent la solidarité. Cette solidarité africaine aujourd'hui n'existe plus. De telle sorte que quand un père met un enfant au monde, quand l'enfant sort, comme il a dit, l'enfant qui sort pour aller travailler ou même pour traverser la voie ne fait plus l'objet d'attention de quelqu'un d'autre. Donc, du regard de la société. Du regard de la société, pas du tout. Donc, cette solidarité, ayant disparu totalement aujourd'hui. Observez autour de nous, quand quelqu'un a un problème, il a les problèmes et c'est lui seul qui les règle. Hier, il y a des maisons où les gens mangent le ventre plein, pendant que d'autres dorment le ventre creux. Totalement creux. Des repas, les restes sont jetés. Exactement, jetés. Au point où aujourd'hui on parle même de banque de nourriture, vous voyez. Donc quelqu'un d'autre peut aller collecter même ces nourritures. Ça veut dire quoi? Que celui qui a fini de manger ne trouve pas opportun même de mettre le reste là à la disposition de quelqu'un d'autre. Il n'ouvre pas les yeux pour voir la pauvreté à côté et c'est quelqu'un d'autre qui vient collecter même ces nourritures pour aller les remettre à un plus pauvre. Vous voyez, on va jusqu'à créer aujourd'hui même, regardez d'où vient la notion de banque de nourriture. Et de restaurant restaurant de cœur, vous voyez. C'est ça, ce restaurant de cœur, ce n'est souvent pas le parent de ce pauvre, alors que dans sa famille, il y a toujours quelqu'un qui aurait pu s'occuper de lui. Hier, vous voyez, on a fini par galvauder même les notions de Vilomengon. Hier, un parent qui est loin, qui sait qu'il y a un frère qui est relativement nanti ou même qui est en ville, pouvait lui envoyer un autre frère, son enfant, pour que cet enfant reste avec lui, étudier. Mais le monde est devenu relativement plus mauvais aujourd'hui et il est difficile d'encourager cette notion de Vilomengon. Donc il y a beaucoup de raisons, beaucoup de raisons qu'on peut citer. Regardez aujourd'hui la mendicité. Il le disait tout à l'heure, la mendicité où l'enfant, ou même la mère, regardez dans les feux, vous allez trouver des parents, des mères, des pères qui se cachent et qui envoient l'enfant, qui sont dans un coin, quelque part, et qui observent les enfants. Qui exploitent l'enfant, qui exploitent l'innocence de l'enfant. Parce qu'on se dit, lorsqu'un adulte dans son véhicule ou sur sa moto va voir un enfant, son cœur va saigner, il pourra lui mettre une pièce. Vous voyez, c'est tout ça qui encourage le phénomène des enfants dans la rue. Et quand vous voyez aujourd'hui, regardez dans nos villages, il y a beaucoup d'accusations d'enfants sorciers.
C'est aussi un phénomène où aujourd'hui on accuse un enfant sorcier, on accuse un enfant de sorcier et l'enfant est obligé alors de fuguer, l'enfant est obligé de quitter son milieu et de se retrouver totalement dans la nature. Vous voyez, il y a énormément de problèmes. Aujourd'hui, on peut voir les catastrophes ou même les conflits dans nos milieux qui amènent des parents à se déplacer. Donc, il y a énormément de phénomènes qu'on peut doiter aujourd'hui pour pouvoir montrer que le phénomène d'enfants de rue continue toujours de prendre de l'essor, continue toujours d'être enraciné dans notre société, et ceci au vu et au su de tout le monde. D'accord. Alors, je reste avec vous. C'est vrai que vous avez parlé pendant longtemps, mais avant de revenir à Didas, au niveau du littoral, dont vous êtes d'ailleurs le directeur départemental, je l'avais dit, des affaires sociales et de la microfinance, est-ce qu'à Cotonou, le phénomène est vraiment observé? Est-ce qu'il y a des chiffres qui nous parlent? Aujourd'hui, à Cotonou, le phénomène d'enfants de rue est beaucoup plus inquiétant que dans toute autre ville au Bénin. Ah oui? Oui. Il suffirait tout simplement de passer le long de nos plages pour remarquer ces enfants, d'aller dans nos carrefours, de visiter les maisons abandonnées à Cotonou pour constater ce phénomène, pour y retrouver des enfants. Observez que le ministère des Affaires sociales, on reviendra peut-être sur cette réponse d'urgence que le ministère sera au niveau des solutions. Nous avons mis en œuvre un projet que nous avons lancé en février dernier, qui consiste à aller rechercher ces enfants-là, à travailler avec eux dans les rues. Le programme 3 Pierres, le projet 3 Pierres. Ce programme 3 Pierres, en quelques mois, en moins de 6 mois, a pu recenser aujourd'hui près de 609 enfants dans 3 arrondissements de Cotonou. C'est pas possible. 11e, 12e, 13e arrondissement, où nous allons dans les rues, au bord de la page, nous récupérons les enfants, nous les réunissons, nous travaillons avec ces enfants. Ceux qui sont capables d'être réintégrés, nous les réintégrons. Mais actuellement, nous sommes en train de travailler, les chiffres auraient certainement peut-être aussi grimpé, dans seulement les 3 arrondissements, dont 11e, 12e, 13e arrondissement, nous avons pu recenser 409 enfants en 6 mois. 409 enfants qui travaillent directement, qui sont dans les rues. Et vous voyez que quand nous allons faire l'extension vers 10e, 9e, 8e, 7e, vers Rendé, vers Akpakpa et autres, vous vous rendez compte du nombre d'enfants que nous pourrions recenser à qui l'État peut offrir une protection. Vous vous rendez compte du nombre d'enfants qu'on pourrait impacter. C'est pour dire que le phénomène est criard, très criard à Cotonou. Alors, Didas Tossou, comment se manifeste le phénomène d'enfants de la rue? Noah disait tout à l'heure qu'il y a le phénomène d'enfants dans la rue, ceux qui viennent ponctuellement, qui retournent, qui travaillent, mais ceux qui y vivent, ceux qui ont élu domicile dans la rue. Peut-être que dans nos voitures, on est là, on circule sur nos motos, on passe, on ne jette pas le coup d'œil qu'il faut. Comment est-ce que le Béninois ou celui qui vit au Bénin, même dans son confort, à quel signe va-t-il reconnaître que là, nous avons le phénomène d'enfants de rue? Comment est-ce que ça se manifeste? Bien, merci beaucoup. Je voudrais, à la suite de mon ami Noah, dire que d'abord, c'est la population, la société elle-même qui encourage ce phénomène. Ah bon? Je vais m'expliquer. Dites-moi. Je vais m'expliquer. Lorsque vous allez dans les grands marchés, par exemple, je ne connais pas un enfant qui est là, à un âge très bas, 5-7 ans maximum. 5 ans, 7 ans maximum. Et je lui demande de me faire déplacer ce bagage. Il finit, je lui donne 50 francs, je lui donne 100 francs. Il va y rester jusqu'à demain. Il va y rester jusqu'à demain. Voilà comment ça se manifeste une partie. Je prends tous les marchés, je dis bien tous les marchés, que ce soit Cotonou ailleurs. Lorsque je vois un enfant de cet âge, est-ce qu'il est à même de travailler? Est-ce qu'il est à même de prendre ce bagage? Est-ce qu'il est à même de pousser les tricycles, bien je sais?
L'enfant devient un portefeuille. Un portefeuille. Et nous avions accepté, nous avions adopté ça. Ça ne nous dit rien. Ça fait 1. 2, vous et moi, nous regardons, si je prends Cotonou, je prends Parakou. À quel âge les enfants sont dans les feux tricolores pour vendre? Qu'est-ce que ça vous dit? Parfois, on encourage pour dire, mais c'est un enfant, je vais acheter. Il a faim, je vais acheter. Mais l'autre chose, c'est que parfois, c'est le parent ou la maman qui expose la marchandise quelque part, qui prend un lot. Je viens. Oui. Donc, quand je vois ça, je ne décourage pas, je prends. Dès que je prends, il va au bord, il remet à sa maman. On le fait remplir encore sa bassine. Il revient. Je dis, c'est un enfant, je prends. La maman qui est là n'a pas mesuré l'ampleur de la vie de l'enfant, de la sécurité, de la santé de l'enfant, et a fait ça. Dès qu'il fait ça, celle qui est à côté voit ça, dit, mais avec son enfant, ils se sont fait de l'argent, il faut que j'aille. Ils viennent aussi et s'installent. Ce n'est pas un enfant d'une seule personne qui est dans les feux, qui se retrouve dans les feux aujourd'hui. C'est plusieurs. Nous avions vu, nous avions cautionné. Ce n'est pas seulement alors la maman ou les mamans, parce que l'enfant est né d'une mère et d'un père. Le papa était où? Est-ce que tous ces enfants-là ont perdu leur papa? Je ne crois pas trop. Est-ce que tous les enfants qui sont au niveau des feux tricolores, par exemple, ont tous perdu leur papa? Non. Non, si c'est ça, on va... Il y a quelque part, vous soupçonnez la démission des parents? La démission des parents. Donc, le père, là, il a appris que son enfant est dans la rue. Parfois, en passant, l'enfant le va dire « Bonjour, papa ». On dit « Tu es en train » et il passe. Il est en train de faire quoi? Mais je le sais. Donc, le papa aussi a cautionné. Ceux qui sont autour de cette famille-là, nucléaire, là, c'est-à-dire père, mère, enfant, ont vu cet enfant dans la rue. Ils n'ont rien dit. Comme quoi, il vaut mieux faire ça que de voler. Il vaut mieux faire ça que de voler. Je n'ai pas autre chose à faire. Il vaut mieux que je fasse ça. En le disant, on transforme le phénomène en un fait social. Ce n'est plus un phénomène passant, ça devient un fait social et on est en train... Qui se stabilise. L'autre chose, il y a que... J'ai souvent l'habitude de dire que l'État a pris des dispositions, ne va pas loin. Qu'est-ce que je voudrais dire? Le directeur départemental du littoral dit qu'ils ont recensé 604 en moins de 6 mois. Oui. Et 3 arrondissements seulement. 3 seulement. Je prends Cotonou. On n'a pas débordé pour aller vers Calavi, ni vers Sémin. Et on n'est pas parti à Parakou, on n'est pas parti à Boycon, etc. etc. Si on va continuer à recenser sans chercher à couper la chose à la racine, lorsqu'on prend mon enfant, s'occupe de cet enfant, moi-même, je vais tout faire pour laisser mon enfant dans la rue, vous allez prendre pour vous occuper de ça. Puis on s'est occupé de celui du voisin. Et pourquoi pas moi? Surtout quand vous êtes dans quelque part où c'est la femme qui a fait et ça a commencé à donner. On s'occupe et de l'enfant et de la maman. On va aussi prendre mon enfant et moi, comme un projet avait fait, je ne vais pas citer le projet ici, il y a un mois donné, je n'ai plus vu le projet passer. Comme ça, l'État va prendre combien de personnes en charge? Mais dès qu'on commence, on a une idée que tout revient à l'État. Je suppose que si on commence comme ça, on ouvre aussi la brèche et on rentre dedans. Mais est-ce pour autant qu'il ne faut pas chercher des solutions? Et parlant justement de solutions, Noah Femi et Bafa, quelles sont les solutions que l'État, par exemple, propose pour diminuer, pour faire reculer le phénomène des enfants de la rue? Vous voyez, le phénomène des enfants de rue doit être pris comme un phénomène et traité comme un phénomène structurel. Et non comme juste un phénomène juste épisodique, non. Mais un problème véritablement structurel et apporter des solutions structurelles. La première des choses, c'est d'abord la législation. Comme il l'a dit, c'est devenu un fait de société. Et quand c'est un fait de société, il faut légiférer pour encadrer. C'est ce que l'État a fait premièrement. C'est pour cela que vous allez retrouver qu'aujourd'hui, nous avons le Code de l'enfant qui aujourd'hui est en train d'être revu. Nous avons
beaucoup de textes qui répriment la question de VBG aujourd'hui au Bénin. Violence basée sur le genre. Sur le genre. Ce qui permet de protéger d'abord, de protéger l'enfant. Mais mieux, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui offrent des solutions d'urgence, vous allez voir, hier, n'importe qui pouvait créer un orphelinat. Mais aujourd'hui, c'est totalement encadré. Il y a eu des décrets qui protègent, qui encadrent l'ouverture de ce que nous appelons orphelinat, mais qu'on appelle aujourd'hui le centre d'accueil et de protection de l'enfant, dont les KPE et les garderies, qui aujourd'hui demandent une autorisation. On vient inspecter pour voir si cela vraiment cadre correctement. Parce que, comme je le dis, c'est un phénomène, il faut le traiter de manière structurelle. C'est ça. Et quand on a fini de tout ça, l'État dit d'accord, mais ces enfants, ma première responsabilité et celle que la Constitution m'impose, c'est la santé, c'est l'éducation de ces enfants. Alors, l'État rend la scolarisation des enfants totalement gratuite. Aujourd'hui, un enfant peut aller à l'école sans débourser un seul franc parce que la scolarité, l'enfant est totalement exempté. Qu'il soit garçon, qu'il soit fille. Et mieux, d'ordinaire, les parents s'occupent mieux des garçons que des filles. Alors l'État prend en charge même la scolarité des filles de CI jusqu'en terminale aujourd'hui. Donc la fille ne paie pas un franc, même si le garçon en chemin, donc au secondaire, on demande une petite contribution aux parents. Et mieux, les enfants qui sont issus, des filles qui sont issues des milieux totalement vulnérables, l'État leur offre, au-delà de la scolarité, l'État leur offre aujourd'hui des cahiers, des bics. Près de 35 000 enfants au Bénin reçoivent des kits scolaires, reçoivent même de l'argent de transfert tous les jours. L'enfant qui est au cours primaire, on lui envoie 400 francs. L'enfant qui est au secondaire, on lui envoie 600 francs tous les matins. Et pour les enfants qui sont dans des milieux où l'école est relativement distante de la maison, l'État offre aujourd'hui un repas chaud à tous les enfants à midi pour pouvoir les maintenir dans leur milieu scolaire pour qu'il n'y ait pas de déperdition parce que c'est entre midi et 15 heures, l'enfant peut sortir, l'enfant peut faire. Donc l'État offre aujourd'hui un repas chaud. Même à Cotonou ici, où nous voyons qu'il peut y avoir moins de pauvreté, mais pourtant, l'État met en œuvre ce projet de cantine scolaire dans 10 écoles. Puisqu'il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté à Cotonou. Vous allez dans les c'est même de Cotonou. Mais écoutez, je dirais même que c'est à Cotonou qu'il y a plus de pauvres qu'ailleurs. Ouais. À Cotonou, on voit beaucoup plus les bâtiments, on voit les routes, mais à l'intérieur, l'humain est beaucoup plus pauvre qu'au village. Lorsqu'il manque de pitance, il peut se lever, aller chez le voisin. Mais à Cotonou, ce n'est pas possible. Il peut aller dans un champ et cueillir 2, 3, 4 mangres et assouvir au moins cette faim. Mais à Cotonou, ce n'est pas possible. Donc vous voyez que le phénomène de pauvreté à Cotonou et dans les autres milieux n'ont pas le phénomène là n'a pas toujours la même connotation, n'a pas toujours le même visage. Et quand l'État a fait ça, l'État a investi énormément. Dites-vous, aujourd'hui, quand je parle des affaires sociales aujourd'hui, l'État a multiplié les centres de protection, les centres de promotion sociale aujourd'hui, où nous accompagnons les parents, nous offrons l'appui psychologique aux parents. Même ces enfants, aujourd'hui, nous les protégeons. Mais mieux, lorsque l'État a fait tout ce qui est structurel, l'État est revenu pour dire, et les autres qui peuvent m'aider à travailler, alors l'État, comme je l'ai dit, l'État a organisé les KPE, mais l'État même a installé des centres aujourd'hui. Nous avons à Saint-Rita le centre d'accueil et de transit des enfants, ce que nous appelons le KTE, qui permet à ces enfants qui, un jour, peut-être peut dire, oui, je veux retourner dans ma famille, mais a des difficultés peut-être à se réintégrer dans la famille. On l'accompagne. On l'accompagne, nous l'accompagnons. Que l'enfant vienne ou que l'enfant rencontre un de nos assistants sociaux et dit oui, je voudrais, ou même que c'est nous qui l'avons identifié, nous le ramenons, nous discutons, nous protégeons l'enfant, mais nous allons d'abord préparer la famille. Nous préparons la famille et nous réintégrons l'enfant, nous lui offrons une insertion scolaire ou
professionnels. Donc, quand cet enfant-là... L'État fait beaucoup. C'est ce que nous faisons au niveau du ministère des Affaires sociales, en lien avec tous les autres ministères qui relèvent, dont ce phénomène-là relève de la responsabilité. Ça, c'est ce que l'État fait. Didas Dossou, qu'est-ce que l'individu pris comme ça dans la société pourrait apporter comme solution pour faire reculer le phénomène? Moi, je crois que ce que l'État fait, c'est déjà beaucoup. Je crois que je dois pouvoir toujours retourner à la base. C'est-à-dire, je dois revenir dans la société. Est-ce que ce formatage d'éducation que nous voulons, est-ce que les parents sont encore à ce niveau? Comment faire pour revenir encore à la question de la socialisation d'alors? Et de la solidarité sociale. D'alors. Parce que, je continue de vous dire, on finira pas étouffer l'État et on va dire que l'État ne fait rien. Non. Parce que, je me rappelle, il y a une école, je ne sais pas, je n'ai jamais dit ça ici, mais je vais être caricaturé. On dit que ici c'est pour les pauvres, une école de pauvres. On a constaté qu'aujourd'hui, c'est les gens qui viennent garer des voitures pour envoyer les enfants dans ces écoles-là. On va dire ça hors caméra. Alors, est-ce que moi, en tant que père de tel enfant, est-ce que je suis conscient que c'est d'abord et avant tout ma responsabilité? Est-ce que je peux me rendre compte de ça d'abord? C'est le plus important. Parce que si l'enfant revenait à la maison et qu'il ne retrouve pas le minimum, je prends le cas de Saint-État dont on a parlé, le minimum, il finira pas encore fugué. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de voler, il part en prison, il constate que là-bas on lui donne à manger, il vient créer encore une situation, il va récidiver. Est-ce que l'enfant va récidiver? Je crois que c'est travailler davantage les parents pour que on ait moins. Il peut arriver, il n'y a pas de souci. Les futurs parents aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. Dans une société, il doit avoir tout. C'est comme l'eau de ruissellement qui emporte tout son chemin. Je suis d'accord que plus on évolue, plus on a des vices. Je suis d'accord. Mais que ce soit le minimum. Parce que si on laisse tout le monde dans la rue, ce n'est pas bien pour la société, ce n'est pas bien pour le développement. Et donc, nous devons commencer encore à revoir notre copie nous-mêmes, nous parents, pères et mères, nous devons revoir notre copie. Et au-delà de père et mère, la famille élargie. Comment est-ce que je vois l'enfant de mon frère, l'enfant de ma soeur, l'enfant de celle ou celui qui est à côté de moi? C'est d'abord ça. Parce que si je suis là et que l'enfant souffre à côt de moi, et que je suis indifférent, ça pose un problème. L'enfant va se retrouver dans la rue. On n'aura pas eu tout le temps pour... Enfin, même si on fait toute une journée de débat, on ne va pas finir. Noah Agbafa, en 30 secondes, votre conclusion. Je vais conclure pour dire que l'État ne s'occupe pas, n'offre pas seulement juste des mesures d'urgence. Le microcrédit à la FIA, là, par exemple, accompagne les parents, accompagne aujourd'hui les mamans pour que les mamans puissent véritablement s'autonomiser. Et nous avons le programme, par exemple, de dialogue parents-enfants où nous apprenons aux parents, c'est de la sensibilisation que nous faisons. Donc, on ne s'occupe pas seulement des enfants dans la rue, mais nous allons vraiment dans les maisons pour travailler même le programme 3 Pierres qui s'occupe de ces enfants. Donc, vous voyez, quand l'État fait tout ça, l'État lance aussi un message aux parents, comme M. Didas le dit, pour qu'aujourd'hui, et jeunes, et parents, et toute famille puissent comprendre que l'enfant est un trésor. Et quand nous parlons de trésor, on doit pouvoir le chérir, on doit pouvoir le protéger, on doit pouvoir l'avoir, soit pour que ce soit un arbre qu'on plante à la maison et demain, on pourra en profiter. Merci beaucoup, Noah Agbafa. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Merci d'avoir accepté notre invitation. Didas Dossou, un tout dernier mot Que les parents prennent davantage les responsabilités. Merci beaucoup. Vous êtes sociologue et vous nous avez aidé donc à décortiquer ce sujet. On reviendra sur d'autres aspects d'autres jours si le temps et les circonstances le permettent. Mesdames, Messieurs, voilà, ça va être la fin donc de ce débat. Prions, c'est vrai, mais travaillons à sauvegarder les trésors que représentent les enfants. Pas seulement nos enfants à nous de façon biologique, mais tous les enfants que nous rencontrons, parce que demain, quand nous allons vieillir, c'est eux qui vont prendre soin de nous. Allez, on va accueillir dans un instant, voilà, Nadège Sani. Je vais demander donc à nos amis de
voilà, vous allez descendre du plateau. Nadège va venir, voilà, et simplement pour partager avec nous, disons, les avis des internautes, les avis donc de ceux-là, de vous autres, justement, j'allais dire, qui avaient analysé, avaient apporté des solutions, des propositions à ce phénomène. Eh bien, Nadège, comme je vous l'avais dit, c'est avec plaisir qu'elle est là. Bonjour Nadège Sani. Bonjour à vous Alain, bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Je me porte très bien, j'espère que vous vous portez bien aussi. Ah oui, super, par la grâce de Dieu. Alors, nos amis internautes ont réagi à notre question. Effectivement, ils ont réagi et concernant cette question du jour, plusieurs internautes ont partagé leurs idées et propositions. Florentin Zoudi suggère les actions suivantes. Mettre en place des politiques de limitation des naissances, sensibiliser les parents à leur rôle de protecteur, leur faire comprendre l'importance d'une bonne éducation et d'un suivi rigoureux pour l'avenir de leurs enfants. Recueillir, rééduquer et former les enfants vivant déjà dans la rue pour en faire des citoyens conscients et responsables et enfin sanctionner sévèrement les parents qui abandonnent leurs enfants dans la rue. Aimé Glorieux Kakbovi propose une large sensibilisation de la population sur les enjeux de la démographie, une prise de conscience active de la jeunesse, la création de centres de formation professionnelle dans les 12 départements, voire les 77 communes, pour proposer aux parents démunis et aux enfants des formations pratiques en entrepreneuriat, élevage, fabrication de produits artisanaux. Ordi Kodo souligne l'importance de la responsabilité parentale. Il ne faut pas avoir des enfants uniquement par désir, mais en tenant compte de ses capacités financières. Il recommande que les parents souscrivent à une assurance pour protéger leurs enfants en cas de décès afin d'éviter qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans la rue. Amundanta insiste sur la nécessité de mesures fermes. L'État doit instaurer des sanctions rigoureuses contre les parents négligents. Des campagnes de sensibilisation via les médias doivent accompagner ces efforts pour prévenir le phénomène. Et on finit par Frédéric Danon-Gagnon qui rappelle un point fondamental. Tant que la pauvreté ne va pas être éradiquée, le problème des enfants de la rue va perdurer. Voilà oui. Donc, Alain. Merci beaucoup, Nadège Sani. Je crois que les pouvoirs publics qui nous suivent vont tenir compte des propositions de nos amis internautes. Des suggestions, voilà, effectivement. Pour mener davantage à bien leur politique en faveur des enfants de notre pays. Oui, effectivement. Allez, merci à vous, Nadège Sani. Merci et bonne journée. Une bonne journée également. Merci. On va accueillir Blaise Adankpo pour les sports. Donc, voici le tapis. Les sports, on en parle ce matin sur ce plateau et ça va être avec l'un des messieurs sports de la maison. Vous avez, ça je vous l'avais dit, c'est bel et bien Blaise Adankpo. Blaise Adankpo, bonjour. Bonjour Alain Sochoumen, bonjour le Bénin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va directement au Maroc où se trouvent nos Amazones du football. Exactement, les Amazones du football seniors mais également U20 qui sont donc du côté du Maroc dans le cadre des journées FIFA. Et donc dans cette perspective et pour mieux préparer notamment cette rencontre face à l'équipe du Nigeria en octobre prochain, l'équipe béninoise est au Maroc donc pour préparer et voir comment intégrer d'autres joueuses. Bien évidemment, on a des reporters sur place, Bruno Soalier Wenceslas à Rouen-Aymon. Hier, il y a eu cette séance d'entraînement puisque ce mercredi, l'équipe béninoise joue
face à l'équipe du Ghana dans le cadre donc d'un match amical. Comment est-ce que l'équipe béninoise s'est préparée? Bruno Swali a suivi cette dernière séance d'entraînement avant la rencontre face aux Ghanéennes. Il a pu interroger la capitaine de l'équipe, Noélie Abamon, mais également la coach, je vais dire, Adi Katou, qui supervise donc l'équipe du côté du Maroc. On la suit. Le match, on se sent bien. On sent que les filles sont motivées. Et le Ghana, ce n'est pas un petit adversaire, mais c'est bien de se mesurer à ce genre d'adversaire pour voir ce que ça va donner contre le Nigeria. Oui, un match amical de revanche, c'est toujours bien de revoir les anciens adversaires, et parce qu'elles nous ont battu 3-1, je pense. Et c'est le moment de montrer ce qu'on a, ce qu'on peut faire face à elles pour la deuxième ou la troisième fois. Non, pas trop fatigué, c'est seulement celles qui viennent d'arriver hier ou ce matin, à 3 h du matin, je vois qu'elles sont un peu fatiguées, mais les autres, ça va. Ouais, je pense que c'est un groupe que nous maîtrisons bien. C'est juste des petites imperfections de dernière minute. On a essayé de revoir en faisant des jeux de conservation et des jeux de finition devant les buts pour revoir au niveau de nos attaquantes et les milieux de terrain. Bon, c'est ma première séance avec les nouvelles qui sont arrivées. Je pense qu'il y a une qui est restée avec les seniors et l'autre est restée avec nous. Pour cette première séance, je ne peux pas voir le niveau parce qu'on a déjà un groupe déjà disponible, déjà au point pour les matchs amicaux. Donc elle vient d'arriver. On aura sur d'autres séances, on peut l'évaluer mieux. C'était là donc la réaction donc de la sélectionneur de l'équipe du Bénin. Et il faut dire également que c'est un match test qui va permettre également de pouvoir tester les nouvelles joueuses qui ont donc rejoint le groupe du côté du Maroc. Demain, on aura toutes les informations sur cette rencontre entre le Bénin et le Ghana. Allez, Blaise Adanko, ce matin, vous voulez aussi nous parler du Maracana? Oui, avec notamment les derniers préparatifs pour aller vers la phase nationale du championnat de Maracana. Oui, les choses se mettent petit à petit en place avec les différentes équipes qui sont en train d'être connues pour aller vers cette phase nationale du championnat national de Maracana. Vous voyez à l'écran avec l'équipe Milero qui est donc l'équipe championne junior dans la Ligue Atlantique, avec l'équipe LMC, équipe championne super senior de la Ligue Atlantique. Et il n'y a pas que la Ligue Atlantique qui jouait, il y avait également la Ligue OME Plateau avec Maracana Club de Kobe qui sera donc de la partie pour la phase nationale. Maracana Club Akaba également, équipe championne pour le compte donc des juniors. Ça a été donc une belle fête le week-end dernier donc à Bomé-Calavi, mais également du côté de Kobe pour connaître bien évidemment ces différents représentants pour la phase nationale du championnat qui aura probablement lieu au mois de juillet prochain. Mais lors donc de ces rencontres qualificatives, nous avons rencontré le président de la fédération béninoise de Maracana. Nous avons pu lui tendre le micro pour prendre donc ses impressions. Je vous propose de suivre Saka Nassirou. Effectivement, c'est une première dans l'histoire de Maracana au Bénin. Nous avons lancé la phase départementale du championnat à Grand Popo. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Atlantique qui regorge plus de clubs au Bénin. Il est de bon temps quand même que je me présente pour encourager, n'est-ce pas, ces clubs-là à donner le meilleur d'eux-mêmes et que d'autres clubs, n'est-ce pas, viennent dans ces départements pour le bien, n'est-ce pas, du Maracana. Ainsi donc, je m'en vais tout de suite rappeler que nous sommes dans une politique appelée le Maracana autrement, qui est que de faire jouer le Maracana dans tous les départements. Et cela est d'ailleurs effectif, vous le savez très bien, chers journalistes, c'est sur les réseaux sociaux. Après la phase atlantique, nous avons les autres phases de tous les départements qui s'annoncent. Et je crois que c'est pour le bien des Maracaniens et c'est pour le bien pour notre pays, le Bénin. Et à l'issue de ces phases départementales, je crois que nous avons plusieurs activités qui nous attendent, c'est-à-dire
le Maracana de l'indépendance. Et nous avons dans chaque département des sélectionnés qui vont, n'est-ce pas, venir défendre, n'est-ce pas, leur département pour, n'est-ce pas, ce championnat, n'est-ce pas, du 1er août, de l'indépendance du Bénin. Après cela, je crois qu'il y aura des sélections. Déjà, c'est en juillet qui vont se retrouver, qui vont se regrouper. Et ça, c'est à l'actif de la DTN qui est déjà outillée par rapport à ça. Et au-delà, n'est-ce pas, du Maracana masculin, nous avons le Maracana féminin qui, en juillet, va commencer aussi. Ça, ce n'est pas par département, c'est un championnat national. Après, il y a une journée de Maracana féminin pour, n'est-ce pas, permettre à la DTN de ne pas faire sa sélection, afin, n'est-ce pas, d'envoyer aussi les dames au regroupement pour se préparer pour la Guinée-Bissau 2025. Voilà donc pour le Maracana et ça va se poursuivre, cette phase départementale, jusqu'à connaître donc tous les représentants par ligue avant de jouer donc la phase nationale. D'accord. Alors, Blaise Adakpo, nous allons parler des matchs en retard en matière de basketball. Et notamment de la Yuzu League Pro saison 2024-2025. Ce sont les matchs en retard de la 3e journée pour le compte donc de la conférence Nord, phase régulière de Bosco Star chez les hommes va affronter Aspal BBC. Kobourou sera face à Cavalier sur le terrain de Don Bosco. C'est ce mercredi à 19h. Dans le même temps, du côté du CG1, Basila Longou sera face à l'US Guéma. Associé Croise Kaba sur le terrain, ça c'est à Parakou, sur le terrain du CAS. Dans la conférence Sud, Elan Coton chez les hommes sera face à Énergie BBC. Elan Coton Dame sera également face à Énergie BBC. Ça, c'est du côté du centre EIA. Renaissance Basketball Club croise Aspac chez les hommes du côté de Delokpo. Et Renaissance toujours face à Aspac chez les dames, toujours du terrain, sur le terrain de Delokpo. Match pour les hommes à 14h. Match chez les dames à partir de 16h. Blaise Adakpo, nous allons boucler la boucle de cette rubrique sport avec le championnat national scolaire. 5e édition de ce championnat national scolaire où Aplahoué vit quand même de très très bons moments du sport scolaire avec les résultats, notamment du côté du basket avec la victoire du CPEG Saint-Luc 36-6 face au CG1 Kétou. Le CG1 Zové a écrasé, je vais dire 32-5 le CPEG Les Hibiscus. Tangueta s'en sort face à Candy 25-15. Et victoire au bout du suspense entre le CG Akaka Centre et le CG1 Abomey 17-16. Ça, c'est chez les dames et chez les masculins. Le CG Malanville s'en sort de justesse face au CG Sainte-Rita 43-42. Score très serré. Un point seulement, c'est pas donc les deux équipes. Le CG2 Azové s'impose face au CG1 Koubert 10-23. Le CG Tokpa Domain l'emporte 35-14 face au CG Ubemaga. Le CG 3 Djougou s'incline face au CG Akonaboué 32-40. Autre discipline, le handball avec les hommes. Le CG 1 Basila qui l'emporte 23-10 face au CG 1 Glazoué. Le CG Ifahin s'impose face au CG Le Littoral. Le Littoral, c'est dans Cotonou, 22, donc 19 pour le CG Ifahin qui l'emporte. Match nul, 22 partout entre le CG 1 Atitengou et le CG Gorgounou. Chez les dames, le lycée Roufon l'emporte face au CG 1 Basila 17-6. Le CG 1 Savel s'incline 14-26 face à Tokpa Domain. Et Torviclin s'incline à domicile, on va même dire 11-16 face au CG2 Lokosa. On va dire un petit derby, un derby dans ce handball pour le compte du championnat scolaire. Autre sport collectif, le volleyball chez les hommes. Le CG Beto l'emporte 2-7-0 face à Gouka. Lissa Zoumen s'incline 2-7-0 l'emporte 2-7-0 plutôt face
face à Torviclin. Le CEG de Candy l'emporte 2-7-1 face à Wassapeonko et Niki s'impose 2-7-0 face au CEG Zongué. Chez les dames, Wassapeonko l'emporte face à Segbanan 2-7-0. Le CEG Zongo, victoire également donc du CEG Zongo, également du CEG Kouka et du CEG à Plaroué qui est à domicile et donc a pu bénéficier également de l'aide donc de son public pour s'imposer face au CEG. Et puis les dernière discipline, je vais dire, et ça va déjà pour le compte donc du classement parce que bientôt on va entrer donc dans la phase à élimination directe, donc les quarts de finale. Chez les dames, le CEG 1 Lokosa s'impose 2-0 face à Ketou. Victoire également de Semekpodi face au CEG Les Pylônes 3-0. Victoire défaite par contre de Avogbanan face au CEG Agboro. Chez les hommes, il a fallu la séance de tir au but pour voir le CEG 4 commun s'imposer face au CEG 1 Koubé 4-2 donc à la séance des tirs au but. Le CEG Azové a été battu également à la séance des tirs au but par le CEG 1 Banter et victoire dans la rencontre du lycée Mathieu Bouquet face au CEG 1 Boïcon et le CEG Océan battu par le CEG 1 avant coup. Voilà donc pour ce qui concerne les résultats donc de la journée du mardi 24 juin de la 5e édition du championnat national scolaire du spectacle. Il y en a donc lors de cette édition du championnat national scolaire et il y a également du suspense parce que la compétition n'est pas terminée. Rendez-vous donc à prendre sur Bénin TV tout à l'heure pour vivre également les moments forts, les grands moments donc de ce championnat national scolaire. Blaise Adampo, quand vous commencez sport, vous ne vous arrêtez pas, c'est normal, c'est votre élément. Allez. Mais là, on s'arrête parce que le temps est passé. On va vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve. Vous allez revenir demain pour parler de la journée d'aujourd'hui. On verra bien la suite. Oui, ce sera. Allez, merci à vous, mesdames, messieurs. Nous allons boucler la dernière boucle de cette édition de votre émission Bonjour le Bénin. Ça va être la revue de presse, chose promise, chose due. Marcel Arrossi, à nouveau bonjour. Bonjour de nouveau, bonjour à tous. Que se passe-t-il à l'université de Parakou pour qu'on ait 6 admis sur plus de 2000, près de 2500 étudiants? C'est un chiffre qui donne le vertige, seulement 6 admis sur 2482 étudiants inscrits en première année de droit à l'université de Parakou. Les résultats ont provoqué un véritable séisme dans la communauté universitaire, relayé massivement en ligne. L'information déchaîne les commentaires. Entre incompréhension, colère et inquiétude, une question revient. Comment expliquer un taux d'échec aussi massif? Fraternité revient sur ce chiffre brutal qui alimente depuis plusieurs heures les débats. En ligne de mire, une réforme interne à la faculté plus stricte encore que le système LMD. Le doyen Mokhtar Adamou, monté au créneau pour calmer le jeu, assume pleinement cette rigueur. Il parle d'un changement nécessaire pour rehausser le niveau. Désormais, aucune montée en année sans 100% des crédits validés quand le système LMD lui-même impose seulement 85%. Mais Fraternité ne s'en tient pas à la version officielle. Le journal interroge, croise les responsabilités et déplie les angles morts. Surcharge des amphis, orientation mal encadrée, étudiants envoyés dans cette filière pas défaut, sans réelle vocation pour le droit. Tous ceux qui viennent à la faculté de droit n'ont pas le profil pour devenir juriste, reconnaît le doyen lui-même, une déclaration qui en dit long sur les lacunes du système d'orientation post-bac. Fraternité va plus loin. S'il est légitime de poser un cadre d'exigence, surtout dans une discipline aussi rigoureuse que le droit, encore faut-il ne pas transformer cette rigueur en exclusion. Car l'enjeu, souligne le journal, n'est pas de fabriquer des chiffres effrayants, mais de former des juristes solides, conscients, compétents et de poser la question par la suite qui dérange peut-être: pourquoi faire du zèle au point d'imposer des critères plus sévères que ceux du LMD lui-même pour briser la spirale de la médiocrité? Soit, mais Fraternité rappelle l'évidence: sans soutien pédagogique renforcé, sans enseignants mieux outillés, sans
sans orientation repensée dès le secondaire, cette exigence pourrait vite se muer en injustice. Conclusion de fraternité, situer les responsabilités, refuser la fatalité et remettre chaque acteur, étudiant, administration, enseignant, ministère, face à sa part de devoir pour une université qui ne sacrifie ni l'excellence ni l'équité. Eh bien, excellence et équité, certainement que nous allons savoir réellement ce qui s'est passé. Mais en attendant, on sait que Patrice Talon est à Abidjan. Bien sûr, le Télégramme met en lumière une visite qui renforce les dynamiques diplomatiques en Afrique de l'Ouest. Le président béninois, Patrice Talon, a été reçu ce mardi, hier donc, 24 juin, à Abidjan, par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, selon les quotidiens. L'annonce a été faite par la présidence ivoirienne via sa page officielle Facebook. Les deux chefs d'État ont échangé en tête-à-tête sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Le quotidien rapporte que la situation dans la sous-région ouest-africaine a également figuré au menu des discussions. Cette rencontre intervient dans un contexte régional, vous le savez, marqué par des enjeux cruciaux. Quelques jours seulement après le tout premier sommet économique ouest-africain organisé à Abuja par la CEDEAO. À ce sommet, Patrice Talon, on se souvient encore, s'est fait remarquer par une intervention incisive en faveur d'une intégration économique plus audacieuse et plus pragmatique. Selon le Télégramme, le chef de l'État béninois a insisté sur la nécessité d'aller au-delà des discours pour traduire la volonté politique en action concrète au service donc des économies nationales et de la stabilité régionale. En se rendant donc à Abidjan, Talon confirme selon le Télégramme son activisme démocratique et réaffirme son attachement à une coopération renforcée entre États ouest-africains. Une démarche saluée par le journal qui voit en cette visite un signal fort à la fois pour l'axe Cotonou-Abidjan et pour l'ensemble de la sous-région en quête d'unité et de résilience. Eh bien, Marcel, nous allons mettre fin donc à cette émission, ne serait-ce que pour l'édition d'aujourd'hui. On vous souhaite une bonne suite de semaine. Merci beaucoup. Et merci pour votre présence et votre fidélité au poste. C'est moi. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions également pour votre attention et surtout pour le plaisir que vous prenez à nous suivre. Merci. Vous allez retrouver nos confrères, nos collègues depuis Aplahoué 2025, qui donc est le siège, je vais dire, du sport national. Aujourd'hui, le championnat national scolaire se déroule donc à Aplahoué. Juste après moi, vous allez retrouver Herman Rodrigue Amégan et tous les autres collègues. Allez, je vous souhaite une bonne suite de programmes. À la suite de une bonne suite de journée, je vais dire, voilà, à la suite de nos programmes. Merci à chacun et à tous. Je n'oublie pas toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui et je fais un spécial coucou à Timothée Ronton, Karamata Bataou, à tous les autres. Allez, merci et bonne journée.